Et bien donc, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents. C'est moi qui vous fais la présentation parce que Clotilde ne peut pas être parmi nous ce matin. Donc, je vais essayer de la remplacer au mieux. On va tenir dans l'heure qui nous est impartie. Donc, je vais aller. Il y a peut-être des slides sur lesquels on va passer un peu vite parce que il y en a des un peu plus importants que l'autre. Alors, pour passer d'une slide à l'autre, j'utilise quoi? Non, normalement, avec tes flèches, là. Bon, oui. Tu fais manuellement. Voilà, je pense que vous allez voir les différents éléments. Je vais le faire manuellement, c'est exactement pareil. Alors, ce serait bien si c'était quand même en plein écran. Là, je vois pas d'écran. Hein. Tu n'as pas un mode. Moi, Tu vois il partage, ouais. Bon, très bien. Il faudrait juste qu'il soit un peu plus grand parce que moi, je suis mal à voir pour le. Non, mais en fait, ça, c'est dans le paramétrage du PC. C'est parce que tu es en mode présentation et sur ton paramétrage, en fait, tu as le plein écran sur ton PC et sur l'écran là, il faudrait que tu intervertisses les deux, en fait. Alors, tu dois avoir un bouton paramètres. Oh, on va le laisser comme ça. Normalement, attends. Excusez-nous, on a un peu de mal avec l'affichage, peut-être. Ouais, c'est dans la picture. Ouais. Galerie. Intervenant. Non, mais ça, c'est. Je pense que c'est sur le PC, en fait. Ah. Normalement, tu as un bouton en bas où tu dois pouvoir mettre une mode présentation. Ouais. Intense, non. Il est en dessous, normalement, de truc où tu as marqué du karaoké. Pas les paramètres. Les paramètres. Les paramètres. En tout cas, c'est bon. Sinon, nous, on voit bien. Hein. Très bien, vous voyez bien, bon, c'est parfait. Alors, la chance de soyez pas. Alors, si vous voyez bien, c'est parfait. Parce que moi, je ne vois pas les chiffres. Je vais vous laisser la main, alors, dans ce cas-là. Non, je vais me mettre de votre côté. Je vais mettre là. Ah, donc, tu es obligé d'avoir mon ordi. Ouais. Non, je me mets. Ok. Tu fais la secrétaire. Alors, oui, bon, la première slide, c'est une photo qu'on met sur le marché des véhicules légers. J'essaie de me mettre un écran. Sur les 10 premiers mois de l'année, alors en rouge, vous avez les zones sur lesquelles la variation est négative, et en vert, les zones sur lesquelles la variation est positive. Alors, vous voyez que c'est positif à peu près partout, sauf au Mexique, évidemment en Russie, on y reviendra après, la Russie quand même un gros plongeon. Et on voit les États-Unis, mais c'est un positif qui est quand même globalement plutôt faible, puisque le marché mondial, il augmente de 3,2%, on est quand même à 74 millions de véhicules légers. Et vous avez globalement une progression qui est quand même faible, voire très faible dans la plupart des pays, à l'exception évidemment de la Chine, qui est toujours sur quasiment 13%. Et d'autres pays qui ont vraiment, comme le Maroc, plus 34, l'Argentine, mais vraiment très, très marginaux, c'est pas eux qui font la différence du marché mondial. L'Europe, on va y revenir dans le détail. On est une progression qui est quand même très, très faible, puisqu'on est seulement à 0,6 en plus. Voilà, génial. On a quelque chose de global. Le Brésil, 7, l'Inde, le Japon s'appuie grâce à dans le détail. Mais le point le plus marquant, c'est évidemment que du côté occidental, les progressions sont quand même très faibles, alors que la Chine continue à avoir une variation qui est quand même très importante, à 13%. Une petite faiblesse le mois de septembre, pardon. Non, le mois d'octobre, ils ont eu une progression qui était un peu moins bonne, mais toujours très élevée. Si on commence précisément par la Chine, on retrouve un élément qui est celui qui est mis en avant depuis maintenant plusieurs mois, des mois, presque des années, j'ai envie de dire. Est-ce que vous voyez, regardez, on a les données depuis 2019. Et évidemment, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point le marché chinois s'est complètement orienté vers les constructeurs chinois. Puisqu'en gros, on a une inversion complète de la situation que nous connaissions, puisqu'il y a 6 ans, nous avions un tiers du marché dans les mains des Chinois et les 2 tiers dans les mains d'étrangers. Et aujourd'hui, c'est strictement l'inverse, puisqu'on a les 2 tiers dans les mains, on est à 66% exactement
Donc, on a encore gagné 4 points par rapport à l'an dernier d'un marché qui est dans les moins des écouteurs chinois. Alors, elles sont très trompeuses parce que vous voyez par exemple que General Motors qui fait plus 42% en un an et 7% de part de marché, il faut se souvenir qu'il y a une dizaine d'années, entre 10 et 15 ans, General Motors, ils avaient 30% du marché chinois. Donc ce sont des fluctuations qui globalement montrent que si on prend une décennie, il y a une très forte baisse de l'activité des constructeurs non chinois en Chine. Toyota progresse, mais à 5% de part de marché. Honda s'effondre littéralement. Il y a un vrai problème pour les Japonais. On voit qu'il n'y a pas que sur ce marché où les constructeurs japonais ont beaucoup de difficultés, notamment avec Nissan et Honda. Tesla fait moins 10, Daimler fait moins 20. Vous voyez, les Allemands, hein, ils font moins 20%, quasiment moins 19 sur un marché qui fait plus 13. BMW fait moins 13 également. Nissan est en négatif. Donc, en fait, la tendance de tous les constructeurs non chinois, c'est une tendance qui est complètement au rebours du marché. Donc, il faut s'attendre à ce que dans les mois qui viennent, on ait une part de marché qui continue de croître de manière inexorable. Les constructeurs chinois. Le premier, c'est BYD, qui fait maintenant qui a 15% de part de marché. C'est le premier constructeur en Chine, suivi de Geely, 11, etc. Et vous voyez les progressions qui sont pour Geely de 42%. Chery, plus 12, 9%. Tous les groupes chinois sont en progression. Tous les groupes chinois, sans exception, sont en progression. Et tous gagnent des parts de marché. Et c'est un marché qui, au global, donc, vous voyez, est à 24,2 millions de véhicules légers. Donc, à un niveau, c'est son meilleur niveau, son point record. Ce qui est très intéressant de regarder pour nous, puisque c'est un énorme débat qu'on a aujourd'hui, notamment sur le plan industriel, puisque l'Europe est à mon sens, est aujourd'hui un peu dans une impasse, puisqu'en fait, par rapport aux véhicules électriques, on ne sait pas comment prendre le taureau par quelle corne, puisqu'aujourd'hui, on a des taxes à l'importation sur les véhicules 100% électriques qui viennent de Chine, qui font à peu près 28-29%, je crois. Et malgré tout, vous voyez que les véhicules 100% électriques qui viennent de Chine sont souvent meilleurs marchés que les véhicules produits en Europe. Pourquoi? Alors, je ne suis pas dans le secret des comptes, mais vous voyez très clairement, en Chine, les ventes sont au niveau de la production, hein, pour ces constructeurs chinois. Regardez le marché, il est passé de 5,4 à 7,6 sur les véhicules 100% électriques. Plus 41% sur les plug-in, vous avez plus 20, et vous avez un effondrement du diesel, qui n'était déjà pas un marché dieselisé, et une légère baisse de l'essence. Donc on voit vraiment que l'outil industriel chinois, il est 100% électrique. Et là, ils ont vraiment des outils qui, en termes de prix et en termes de technologie, sont aujourd'hui les leaders du marché. Donc l'Europe, c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui, même dans notre défense du local content. On est obligé de mettre une astérix en disant hors véhicule 100% électrique parce qu'on n'a pas l'outil de production derrière, on n'a pas la technologie, on n'a pas les prix. Pour toutes les raisons que vous savez, qui commencent par l'extraction des produits, le raffinage, etc., la capacité industrielle qui a été mise derrière, la technologie. Le fonctionnement, c'est qu'en fait, on n'a pas d'acteur en Europe qui est capable d'investir. Les sommes folles qu'il faut investir, on est dans l'assurance d'avoir des clients derrière. J'ai juste un commentaire là, sur la puissance de feu là, des Chinois, parce que j'ai le cas de figure là, sur des productions de roues, où effectivement les Chinois se sont implantés au Maroc, notamment pour le marché européen. Et donc l'association des constructeurs de roues en Europe avait réussi à ce que la Communauté européenne impose des droits de douane assez importants. Ça allait jusqu'à plus de 30% sur les roues produites au Maroc parce qu'il y avait du dumping. Et malgré ça, malgré les 30 ou 40% de taxes, les Chinois restent compétitifs par rapport aux Européens. Et cerise sur le gâteau, ils sont même plus compétitifs que les Indiens. C'est pour vous dire que vraiment, ils en ont sous la pédale. Oui, c'est vraiment... alors, je fais une parenthèse parce que je suis en train de lire, comme je le fais un peu tous les ans, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qui est toujours très intéressant parce que c'est un rapport qui a à la fois une orientation idéologique évidente, hein, qui va vers la décarbonation, et en même temps, comme c'est fait, c'est rédigé par peut-être 250 rédacteurs qui sont tous des grands spécialistes, soit d'entreprises, soit d'universités, qui sont liés aux problématiques de l'énergie.
ils sont quand même un petit peu obligés de se rappeler que 2 et 2, ça fait 4. Et donc, de mettre en évidence, en fait, les énormes besoins énergétiques de la planète. Et ce que j'ai remarqué de différent par rapport aux années précédentes, c'est qu'ils détaillent beaucoup moins, alors qu'ils le faisaient beaucoup, la problématique de l'approvisionnement en matières premières, notamment de tous les métaux qui servent pour la batterie, mais pas que pour la batterie. Et je pense que c'est un petit peu lié au fait qu'aujourd'hui, on sent que de ce côté-là, il y a des risques énormes. Ça patine pour des raisons politiques, des raisons économiques, des raisons de santé, des raisons hydriques souvent, et qui font que, alors je crois pas me tromper, je crois que j'ai lu qu'il fallait 500 mètres cubes d'eau pour extraire une tonne de lithium, donc souvent dans des régions qui ont des problématiques d'eau. Bon bref, donc on sent bien qu'en fait, il y a beaucoup de si, il y a beaucoup de mais, hein, et que de ce côté-là, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, apparemment, le prix du kilowatt, il a baissé, mais je ne sais pas si c'est du fait des investissements qui ont déjà été faits, ça c'est sûr, par les Chinois. Je pense que c'est un peu le prix des matières premières, parce que certaines matières premières, le prix avait un peu baissé, mais certainement l'efficacité industrielle qui a été décuplée, et puis peut-être aussi une problématique de dumping, hein, qu'on oublie, avec, on ne connaît pas les coûts derrière ce genre de choses. Oui, c'est toujours compliqué. Mais en tous les cas, ils ont un outil industriel qui est évident. Parce que, en gros, ils vont faire 9 millions de voitures électriques cette année, facilement, pour leur marché. Ça veut dire qu'en termes de production, il faudrait regarder la production, mais ils en ont, à mon avis, 20 ou 30% en plus par rapport à ce qu'ils exportent. C'est évident. Donc, ça reste un marché très agressif. Hein, donc, et de toute façon, les prix sont localement très très bas, donc ils ont tout intérêt à exporter. Hein. Alors, d'abord sur leur petit périmètre, on va dire en Asie, mais après, là où il y a de l'argent, donc s'ils ne peuvent pas rentrer aux États-Unis, il faut forcément qu'ils arrivent à s'en ailleurs. Et nous, alors le problème, il reviendra, il faudrait presque qu'on fasse j'allais dire une réunion là-dessus, parce que c'est un problème politique, mais qui a des conséquences économiques terribles. Le grand problème de l'Europe, c'est qu'on n'est pas d'Europe, c'est qu'on n'est pas un pays. Et c'est qu'on est toujours, on se fracasse toujours devant le fait que chaque État veut tirer la couverture à lui dans tous les domaines. Et donc, on n'arrive pas à avoir une politique unifiée qui fasse l'intérêt, entre guillemets, de l'Europe, parce que comme l'Europe, c'est pas une entité politique unifiée, ben, derrière, ça fait l'intérêt d'un pays et pas celui d'un autre. Donc là, on est, à mon avis, à un point de blocage complet dans nos modes de fonctionnement. C'est une parenthèse, mais qui a des conséquences énormes. Alors, quand on voit le marché chinois, vous voyez que les marques sont globalement en variation, même sur 6 ans, évidemment, puisque le marché chinois, il a un peu baissé en 21, il a stagné, il est reparti très, très vite, en fait. Mais il y a une marque qui ressort complètement, c'est BYD, qui a multiplié ses ventes par 9. Ce qui est quand même extraordinaire. Par 10 même. Voilà. 900%, c'est-à-dire par 10. Le marché, on a très légèrement, sans doute moins que ce à quoi on pouvait s'attendre, avec des parts de marché qui sont globalement très stables. C'est étonnant, mais chez eux, il y a toujours Maruti Suzuki qui inexorablement fait ses 40% de parts de marché, Mahindra qui est derrière autour de 15-16, là il fait, elle est à 14. Hyundai qui est bien implanté en Inde avec quasiment 19%, et puis ensuite Tata, donc globalement des constructeurs qui sont tous des constructeurs asiatiques. Ce sont soit des constructeurs indiens, soit des constructeurs japonais. Il n'y a pas de constructeurs chinois, très très peu en fait, très marginalement. Et il y a très marginalement, il y a SAIC et il y a Volkswagen qui font 2% de part de marché, donc quasiment rien. Si vous prenez quand même, on voit bien que sur 6 ans, ça c'est quand même un élément que je garde parce qui montre la dynamique économique d'une région ou d'un pays. Vous voyez que globalement, sur 6 ans, il n'y a pas photo. Il y a Ford qui est complètement parti du marché indien, mais il faisait des volumes ridicules. Mais globalement, tous les constructeurs sont en très forte hausse, et notamment les constructeurs asiatiques. Malheureusement, ce n'est pas le cas de Renault, qui fait 50% de volume en l'espace de 6 ans. Et Honda, pareil. Honda, un constructeur qui aujourd'hui rencontre des difficultés un peu inédites. On verra. Et on entend parler là que l'Europe, du fait que les Chinois et les États-Unis là, se livrent une guerre commerciale, s'orientent vers des nouveaux partenaires, et notamment l'Inde en fait partie. Question automobile, est-ce que vous voyez des choses déjà qui seraient positives pour nos constructeurs? Mais nous, je ne les vois pas
de ce que j'ai pu lire, parce que je me méfie beaucoup de l'Inde, on a tout le temps des effets d'annonce avec l'Inde. On a en permanence, et je pense à Stellantis, mais même à Renault, il y a de ça quelques années, ils avaient des plans de développement qui étaient assez ambitieux. Et alors, je ne sais pas les raisons qui font, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la production, mais c'est des problèmes que rencontre tout le monde. Aujourd'hui, Stellantis a eu un programme qu'il n'a pas mis en œuvre, de déploiement de petits véhicules. En fait, je crois qu'aujourd'hui, ils vendent toujours rien. Renault, il avait la Kwid, c'est ça. Et l'équivalent chez Nissan, mais les ventes ont été divisées par 2 alors qu'elles étaient plutôt bien parties parce qu'il n'y a pas de gamme derrière, en fait, il n'y a pas d'autres produits. Et les raisons, moi, je ne les connais pas. C'est un point sur lequel on a la sensation que les Européens font un coup et sont en dents de scie. Je ne sais pas pourquoi. Je peux pas vous. Là-dessus, c'est un point où il faudrait interroger. On ne l'a pas fait parce que quand on a des responsables de Renault et de Stellantis, pour nous, c'est un peu loin. C'est sûr que c'est un marché. Bon, on a peu d'échanges commerciaux avec l'Inde. C'est un marché qui est très centré sur sa production locale, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'économie d'échelle avec l'Inde, parce que le mix produit en Inde, il a l'air très différent des mix produits qu'on a ailleurs. Mais d'ailleurs, c'est un peu ce qui est en train de se passer un peu partout. Les Américains veulent se recentrer plutôt sur leur pays. On voit Ford, on voit GM, on voit tout le monde se recentre un peu sur les gammes de produits qu'ils ont localement parce qu'en fait, ils n'arrivent plus à les exporter. Les Européens, en dehors de Volkswagen, qui arrivent encore sur un malentendu à faire ou Toyota, qui sont un peu les meilleurs là-dedans, mais qui arrivent un petit peu à mutualiser les coûts et à vendre le même véhicule un peu de manière mondiale. Sur encore quelques uns, tous les autres, c'est quasiment des véhicules locaux, quoi. Après, l'avantage de la Chine, c'est qu'ils ont un marché local qui est tellement puissant et encore une fois qui est tellement agressif qu'ils arrivent à se faire de l'argent en exportant des véhicules malgré le fait qu'il y ait des barrières à l'entrée, quoi. En dehors des États-Unis, ils arrivent à rentrer presque partout ailleurs. Donc, et l'Inde, ça reste un marché, enfin, les véhicules sont complètement différents de ce qu'on a en Chine, sont complètement différents de ce qu'on a au Japon. Enfin, c'est un peu comme le Japon aussi, c'est des véhicules qui sont différents de ce qu'on a dans le reste du monde. C'est-à-dire que le seul continent qui se refuse à produire des véhicules qui correspondent à la demande de ses consommateurs, c'est l'Europe, en gros, on va dire. On y reviendra. Alors, le Japon, ils sont à plus 6%, mais il faut faire très attention parce que quand vous regardez l'évolution sur le moyen terme au Japon, elle est forcément négative. C'est un marché qui, historiquement, était toujours entre 5,5 et 6 millions. Là, vous voyez qu'on va être à beaucoup moins, on va être à 1 million de moins. Et la preuve en est, quand vous regardez à droite l'évolution sur 6 ans par groupe, qui sont pratiquement que des groupes japonais, mais les Européens, les Allemands sont touchés de la même manière. On est sur une moyenne de moins 20, moins 25% de volume, tout simplement parce que le marché japonais baisse, parce qu'il y a moins de consommateurs, il y a moins de jeunes, il y a moins de familles, il y a moins d'enfants, il y a moins de tout. Donc, c'est un marché qui est s'ils ne recouvrent pas s'ils n'ont pas recours à l'immigration massive, la population qui baisse, on a forcément l'usage automobile qui baisse. Même si les parts de marché, là aussi, c'est intéressant, c'est de voir que Honda est en baisse. Toyota augmente même sa part de marché, parce qu'il est à 46%, alors qu'historiquement, il était plutôt dans les 41-42%. Et c'est intéressant de voir que finalement, tous les autres constructeurs japonais, il y a un split qui se fait vraiment maintenant au Japon et ailleurs en faveur de Toyota. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ou 10 ans. C'est-à-dire qu'il y avait de la place pour des Honda qui, sur certains marchés, étaient très forts. Nissan a été très fort à un moment. Et là, on voit que ce n'est plus le cas. Il y a un glissement complet. Donc, un élément vraiment à prendre en considération. Les États-Unis, vous êtes sur un marché qui est à plus 3%. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je regardais les chiffres hier. C'est incroyable de voir à quel point ce marché il est devenu un marché de light truck. Je vous dis ça de tête parce que je crois que on est à combien? 13 millions. Je crois que sur les 13 millions, il doit y avoir 2 millions, 2 millions et demi de VP et 11 millions de light truck. Écrasant. Il y a des gammes, il y a qu'aux États-Unis, c'est comme ça. Il est revenu, mais la balance était plus équilibrée. On était à un moment, je pense qu'on était 2 tiers, 1 tiers, on restait. Alors là, plus du tout. C'est étonnant. Et donc, dans ce contexte-là, vous avez GM qui a 17% de part de marché, Toyota qui est très bien, qui est à 15%. Donc, il campe bien en deuxième place avec une progression des ventes au-dessus de celle du marché. Ford est à 13%, mais Ford perd beaucoup quand on regarde sur. C'était quand même l'acteur qui était numéro 2 et aujourd'hui, il a à peine à 13% de part de marché. Hyundai est à 11%, ça c'est un point très important, Hyundai Kia. Honda
qui était beaucoup mieux positionné, il n'a plus que 9% de part de marché, parce qu'une croissance qui est à peu près celle du marché, mais sans plus. Stellantis s'améliore un peu ces derniers mois, mais sur les 10 premiers mois de l'année, ils sont à moins 5% quasiment. Et eux, ils sont à moins 45% par rapport à 2019, alors qu'on est sur un marché qui, globalement, a légèrement cru sur 6 ans. Donc, on voit vraiment que l'acteur très malade sur le marché américain, c'est Stellantis et Nissan, qui, en espace de 6 ans, ont perdu, Nissan a perdu le tiers de ses ventes, et Stellantis, pas loin de 50%. C'est quand même un chiffre incroyable. Donc, après, bon, beaucoup de petits acteurs qui sont devenus très marginaux, comme Subaru, qui était mieux positionné, et, Mazda également, vous voyez, qui font à peine. En fait, il n'y a plus de dynamique. Volkswagen est en recul. Quant à Mercedes et Daimler, on a BMW qui croît très légèrement et Daimler qui est à moins 9%. Donc, forcément impacté au niveau des berlines par les taxes, forcément. Tesla, intéressant de voir que Tesla est à moins 6, vous voyez. Si on regarde le Brésil, on va aller très vite. Le Brésil, c'est le point, ça reste le point positif de Stellantis, puisqu'ils ont 31% de part de marché. C'est le seul segment sur lequel Stellantis a gagné 35% de volume en 6 ans. Il n'y a pas d'autres marchés sur lesquels ça leur est arrivé. Des constructeurs comme Ford, là, vous voyez, là aussi, Ford est moins 100% en Inde, moins 75% au Brésil. Donc, c'est vraiment un acteur qui, même aux États-Unis, sont en perte. C'est vraiment un acteur qui devient très marginal dans le monde de l'automobile, en fait, aujourd'hui. Et focus sur les US, quoi. Pendant des années, on se souvient qu'il y a ça 20 ans, Ford, c'était le numéro 2 mondial avec 5-6 de voitures, tout ça. Et c'est fou de voir à quel point l'automobile a bougé. De ce point de vue-là, il y a vraiment une révolution. Renault ne fonctionne pas du tout au Brésil, moins 45. Donc Renault, que ce soit Dacia, hein, c'est du Renault, mais c'est de la Dacia derrière. Honda est forcément en recul, moins 20 par rapport à ce qui se faisait il y a 6 ans. Donc vous voyez, des volumes qui sont vraiment en baisse pour beaucoup de constructeurs, sauf pour Stellantis et Hyundai, qui fait une belle performance avec plus 15% de volume. Et donc globalement, un marché qui progresse et qui fait vraiment l'affaire de Stellantis, qui est vraiment, sur ce plan-là, qui a des résultats qu'il n'a nulle part ailleurs. Si vous regardez la Russie, je passe très vite, mais là, on voit vraiment que du côté de l'économie russe, les choses ne se passent pas aussi bien que peut-être certains chiffres nous veulent le donner. Je crois qu'ils sont malgré tout en croissance, mais apparemment, ce n'est pas une croissance qui descend au niveau des particuliers, parce que là, c'est les ménages qui achètent des voitures et vous avez un marché qui est quand même à moins 20 après avoir été également beaucoup en baisse l'an dernier du fait de la guerre. Donc, la grande révolution, c'est qu'évidemment, nous, Européens, on a laissé le marché aux Chinois, puisqu'on a un grand cœur. On a tellement de croissance économique et de puissance qu'on peut se permettre ce genre de choses. Donc, évidemment, les Chinois, qui n'en demandaient pas tant, puisqu'il y a 6 ans, ils représentaient 5% du marché russe, on leur a donné 60% du marché aujourd'hui. Voilà. Donc pour eux, c'est très positif, même si au global, les volumes du marché ne sont pas bons. Enfin, là, il y a un contexte géopolitique très particulier. Très particulier, qui devrait, j'espère, changer. Ouais, je ne suis pas sûr que ça change. Je ne sais pas. Est-ce que les constructeurs européens reviendront? Ça dépend de plein de choses. Ouais, je pense que le deal entre la Chine et la Russie, il est fait pour des années maintenant. Ils sont à leur pogne. Je pense qu'ils ne pourront pas sortir de la main des Chinois comme ça. Oui, puis vu la versatilité des Européens. Ouais, et puis je pense que culturellement, maintenant, le divorce va être consommé, même si jamais il y a un accord de paix. C'est bien possible. C'est bien possible. Bon, on est quand même très bon. Alors l'Europe, nous voici, nous voilà. Donc l'Europe, au-delà des plus 1,9% et le fait que la France en soit encore à moins 5, cette année, on fait partie des pays, avec la Belgique et l'Italie, dans les grands pays, qui ont un marché qui est orienté à la baisse. La France, c'est quand même... On ne sait pas quoi en penser, parce que je trouve qu'on a une situation qui est même très inquiétante, parce qu'on sent bien, là, je pense que vous êtes tous au courant, on va avoir des impôts et des taxes de tous les côtés, puisque la réponse aujourd'hui qui est donnée, c'est pas celle pour sortir de la dette, il y a une seule façon, en fait, c'est de créer beaucoup d'activités, de façon à diminuer les dépenses, qui sont des dépenses sociales de non-activité, précisément. C'est-à-dire transférer des chômeurs et les faire travailler, sauf que pour créer de l'activité, il faut vraiment avoir de la demande. Et ça, la demande, aujourd'hui, en France, on n'est pas trop capable d'en avoir parce que on est dans une situation de
quand on prend l'économie privée en France, elle ne croît pas, voire même elle décroît légèrement. C'est un peu le public qui fait qu'on maintient un tout petit peu de croissance et le public qui se maintient uniquement de la dette. Donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Donc, c'est quand même un marché qui est inquiétant parce que on va vers des problématiques pour les ménages qui sont évidentes avec beaucoup d'impôts et dans un contexte économique qui n'est pas porteur pour l'automobile. Bon, alors, le point positif pour nous, c'est que les voitures, au bout d'un moment, il faut les changer. On voit bien ça du côté de l'aftermarket. Sauf qu'on ne changera peut-être pas à ISO gamme et à ISO segment. On y reviendra. Si vous regardez la plupart des pays, c'est une croissance qui est faible, mais globalement, l'Europe, elle est quand même mal positionnée, puisqu'on est toujours 17%, et ça, il n'y a aucune raison. Hein. Et on voit vraiment que le parc qui vieillit, c'est lié au fait qu'il y a moins de voitures neuves. On est à 17% en dessous des volumes de 2019. Et malheureusement, l'Europe se porte plutôt bien dans les pays de l'Est, les pays qui n'ont pas d'euro, les pays qui sont parmi les pays chez qui on a délocalisé notamment beaucoup de production industrielle. Donc, eux s'en sortent. C'est globalement l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, vous voyez. L'Espagne aussi à sa façon. Mais quand vous regardez la France, l'Italie, l'Allemagne, alors le Royaume-Uni aussi, vous êtes à des volumes qui vont de moins 27 à moins 15 par rapport à ce qu'on avait il y a 6 ans. Donc on voit que le cœur de l'Europe, la machine économique, elle ne fonctionne pas. Si vous regardez ce graphique très vite, la part, donc vous avez un camembert qui est proportionnel au marché. Là, on a la part des BEV. Alors, la part des BEV, elle augmente, notamment en France, parce que sur un marché qui baisse, on a quand même fait un peu plus de BEV. Donc, on a une part qui passe à 18,9. Globalement, c'est ce que je dis depuis très longtemps, vous voyez qu'on a du mal à passer la barre des 20%. Et au-dessus des 20 et entre les 30, il y a un peu la Belgique, il y a les Pays-Bas, il y a le Royaume-Uni qui est à 22, qui fait un score, le Luxembourg, mais des marchés très spécifiques. Mais les grands marchés, type Allemagne, on est à 18, la France, on est à 18, l'Italie, on est à 5, même l'Espagne qui croît, mais qui a 8,5. Et dans les pays de l'Est, ça décolle quand même un peu, puisqu'on commence à avoir des chiffres qui sont à 5-6%, mais qui restent quand même globalement très faibles. Donc, vous avez, à l'exception de la Norvège, où quasiment toutes les voitures maintenant sont BEV, 95%, la Suède qui est aussi à 35%, vous avez quand même un marché des BEV qui croît, c'est indéniable, puisqu'on est passé de 15% à 18%. Donc, on a une vente en volume qui a augmenté, c'est absolument indéniable. Mais c'est encore très timide et je ne pense pas que dans les semaines et les mois qui viennent, on ait une envolée des ventes de BEV en poids dans les principaux pays européens. Si on prend le marché, Volkswagen est toujours devant, 28%, pas mal, plus 4, plus 4,6, c'est quand même pas mal dans le VP. Stellantis est négatif, mais il est moins négatif parce qu'il a repris un peu de poil de la bête ces 2 derniers mois. Renault est à plus 7. Hyundai moins 3, Toyota moins 6, un peu cher Toyota certainement, et puis maintenant de la concurrence, notamment du côté de Renault. Je pense que le côté des HEV, on a vu que les HEV, c'est Renault qui, derrière Toyota, a la gamme qui est la plus HEV en fait. Donc c'est certainement lié au fait que je pense qu'il y a un effet là, de vase communicant. Daimler, ça ne bouge pas beaucoup. BMW, ça fait quand même plus 5-6, mais on voit que Daimler, ils ont quand même beaucoup de mal. Et puis après, vous avez toute une série de constructeurs qui maintenant sont devenus totalement marginaux. Quand vous regardez Nissan, c'est affolant. 2% de part de marché, Ford 3. Enfin, si vous preniez les cartes il y a 10 ans, ils faisaient partie du top 6 ces constructeurs. Bon, le marché allemand, je passe très vite. Volkswagen se maintient, il a 42% de part de marché. Stellantis à 11, c'est le deuxième, mais très loin derrière. Et BMW numéro 3. Daimler numéro 4. Donc un marché qui est quand même très dans les mains des constructeurs allemands encore. La France, on a Stellantis qui est numéro 1, mais quasiment, ils sont au même niveau en fait avec Renault. C'est étonnant parce que Stellantis a pas mal perdu et Renault a un peu gagné. Donc on a 2 groupes au même niveau, ce qui est une première, parce que je ne pense pas que historiquement dans le passé on ait eu ça. Il y avait toujours 4-5 points. Il y avait toujours 4-5 points d'avance pour Volkswagen, donc là c'est quand même un peu inquiétant. Volkswagen étant quand même légère baisse, mais 15% quand même de part de marché, c'est quand même considérable. Toyota, qui avait beaucoup gagné, perd. Il retourne à son niveau d'il y a quelques années. Il était monté l'année dernière, il avait même passé, je crois, en termes de marque. Ils avaient été devant Volkswagen, en termes de marque uniquement, pas de groupe. Bon, BMW, même niveau. Hyundai est en recul. Daimler, fort recul en France.
Ford, fort recul. Nissan, fort recul. Tesla, moins 30. Donc vraiment, une concentration finalement du marché français sur 5 ou 6 acteurs. Un peu à l'image de ce qu'on voit au Japon et dans d'autres pays. On voit que finalement, les constructeurs un peu marginaux qui maintenaient leur part de marché, c'est beaucoup moins le cas. Royaume-Uni, Volkswagen devant, Stellantis derrière, mais à 11%, pas terrible. Hyundai en 3, je vous laisse regarder les chiffres, c'est BMW qui arrive en 4. Renault est assez loin, puisqu'il est 6e, avec seulement 5% de part de marché, mais quand même en croissance au Royaume-Uni. Un marché très éclaté, le Royaume-Uni. Très, très éclaté. Il n'y a plus d'acteurs locaux. Plus d'acteurs locaux. Donc maintenant, ils sont tout seuls et ils sont sortis de l'Europe. Donc... En Italie, ils sont pas plus d'acteurs locaux aussi. Parce qu'ils n'ont que 28% de part de marché, Stellantis, ce qui est quand même extrêmement peu, parce que là-dedans, il n'y a même pas la moitié de Fiat. Donc, si on prenait que Fiat, je pense qu'on serait à 15. Ouais, en dehors de la Panda. Il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus rien du tout. Volkswagen est numéro 2, mais avec Renault numéro 3. Ça, c'est un point qui est quand même intéressant. 12% de part de marché. Toyota légèrement négatif. Bon, c'est un marché qui est quand même globalement légèrement négatif. BMW se maintient pas mal, avec plus 6%, un peu à l'image de ce qui se passe ailleurs. Et Daimler souffre plus. On voit que Daimler souffre un peu plus partout. Espagne, ça fonctionne bien. Alors, un peu parce qu'il y a toujours les modèles qui avaient disparu lors des problématiques qui reviennent. Mais c'est un pays qui fait un peu plus de croissance économique que tous les autres. Parce que, exactement comme la Pologne, les deux là sont intéressants. Parce que je ne vais pas dire que c'est les passagers clandestins de l'Europe, je n'irai pas jusque-là. Mais c'est ceux qui se positionnent le mieux en Europe pour récupérer notamment des productions industrielles qui ne partent pas en Asie, mais qui passent par chez eux, on va dire. Des grands pays. Hein. Donc. Puis après, c'est 3 acteurs locaux. Hein. Volkswagen, ils ont des sites. Volkswagen a beaucoup de sites là-bas. Renault a beaucoup de sites. Stellantis, n'en parlons pas. Voilà, donc c'est des acteurs locaux, en fait. Mais on voit que. En Espagne, c'est quand même Renault qui fait un bond impressionnant, plus 30% de vente. Alors que Stellantis, pas du tout. Ils font moins 5. C'est vraiment... D'ailleurs, Renault est passé devant Stellantis en termes de part de marché. Ils sont légèrement devant. Bon, Hyundai, toujours dans les 4 premiers. Toyota, en Espagne, ils ne font pas un score aussi fort qu'ailleurs en Europe. Daimler est plutôt pas mal. C'est le seul endroit où ils progressent en Europe avec BMW. Et puis également des acteurs où on progresse, mais sur un marché qui fait 15%. Donc c'est dur de ne pas progresser quand le marché fait 15%. En Pologne, c'est Volkswagen qui est devant, Toyota en 2, Hyundai. Ce qui est fabuleux, c'est de voir qu'en Pologne, Stellantis, il est très très loin. Alors qu'historiquement, c'est celui qui avait mis ses premières usines en Pologne il y a maintenant, je crois, 50 ou 60 ans, là, avec les Fiat 124. Et Stellantis, en Pologne, pas du tout. Vous voyez, même pas 6% de part de marché. Avec une croissance qui est inférieure à ce qu'on voit sur le marché polonais. Donc un marché polonais qui est également très diversifié aujourd'hui, en fait, ce qui n'était pas le cas. Hein. Aujourd'hui, on a vraiment des acteurs asiatiques et on commence tout doucement à voir se pointer le nez également les acteurs chinois. SAIC, c'est 2%, BYD, c'est 1%, mais Geely, c'est 3% du marché. Ouais, Geely, c'est Volvo. C'est Volvo et... Ouais. Très vite, le marché français, bon, vous avez vu qu'on est en octobre, on reprend un peu de poil de la bête. C'est pas trop tôt, parce que si vous regardez, l'inflexion a eu lieu au mois d'août. En septembre, on était au même niveau, et en octobre, on a légèrement gagné. Mais on a légèrement gagné après avoir perdu quasiment tous les mois depuis le début de l'année. Bon. Donc, où on en est aujourd'hui en termes de commandes, mon camarade Stéphane n'est pas là, mais point légèrement positif qui laisse envisager une fin d'année plutôt pas trop mal, mais qui est quand même très lié aux aides. Hein. Pour en avoir un peu parlé avec Pierre-Louis, lui, il pense que là, c'est quand même le leasing social qui va pousser d'ici la fin de l'année, parce qu'il y a à peu près 40-50 000 voitures qui sont en jeu. Donc, sur le dernier trimestre, c'est quand même pas mal. Ça fait une petite progression. Mais sans ça, je ne sais pas si les commandes seraient vraiment orientées à la hausse. J'ai un doute. Bon, donc on peut s'attendre quand même à une fin d'année où on devrait peut-être finir légèrement négatif, mais pas beaucoup. En revanche, pour 2026, c'est le grand point d'interrogation.
Si on regarde la structure des ventes, on a à peu près la même chose que le mois précédent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les particuliers, bon, ils font 45. Avec les véhicules, ça fait toujours 59, 60 quand on a des véhicules qui ont 0 km et vendus par les concessions avec 3 mois de décalage. Ce qui est très intéressant de voir, vous voyez, c'est de voir. Aujourd'hui, certes, les entreprises, elles font moins, donc elles ne vont pas très bien. Parce que ça, c'est lié aux perturbations qui sont liées à l'obligation qu'elles ont aujourd'hui du fait des très forts montants de taxes. Ça devient un vrai problème. Beaucoup d'entreprises en fait, a beaucoup changé. partent vers le véhicule électrique. Hein, il n'y a quasiment plus que ça qui est possible. Sauf que le véhicule électrique, effectivement, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc là, il y a un passage qui est un peu compliqué, mais qui montre quand même, quand vous regardez la dernière colonne du tableau, c'est que quand même, malgré cette baisse-là, qui est quand même préoccupante, sur les 10 premiers mois, donc on va faire une année qui ne va pas être terrible pour l'entreprise d'administration, on est quand même à plus 60% sur 5 ans, sur 6 ans. Donc là, il faut qu'ils fassent attention, les pouvoirs publics, parce que globalement, le marché français, il s'est maintenu grâce aux ventes d'entreprises. Et aujourd'hui, je pense que dans nos 5% où on pique du nez, là, les moins 5,4, bah, c'est l'entreprise qui contribue quand même pas mal. Donc nous, c'est toujours un élément que l'on dit, l'entreprise, il faut vraiment la soigner parce qu'en plus, ce sont des véhicules. Alors, il faudrait voir des véhicules électriques, mais globalement, qui sont plutôt des véhicules plutôt plus premium. Ce sont ceux qui produisent 5 000 qu'on fabrique encore dans nos usines. Et il faut absolument les vendre à l'entreprise en première vente si on veut avoir une chance que les particuliers les voient derrière au bout de 2-3 ans. Parce que sinon, la marche est beaucoup trop haute. Donc là, c'est un point, je pense, sur lequel moi, j'essaierai de... Il faut absolument que quand on prend les pouvoirs publics, on leur remette ça en permanence. Parce il ne faut pas qu'ils sacrifient les ventes. Bon, vous voyez que toujours les mêmes éléments. C'est très marqué chez nous, parce que vous voyez que Peugeot, les ventes, par exemple, aux particuliers, alors, il faut mettre les autres aussi, ça fait plus 20, mais si vous prenez l'entreprise, ça fait un bon tiers de leur vente. Citroën, c'est un peu moins. Renault, c'est pareil. Renault, ça fait 31, 32. Peugeot, ça fait 35. Vous voyez, l'entreprise, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est un point vraiment fondamental. Et en plus, les véhicules vendus Renault, moins chez Renault, mais surtout très fortement chez Peugeot et chez Citroën, c'est du véhicule fait en France. Après, vous avez des marques qui, traditionnellement, on les connaît, hein, comme Dacia, c'est quasiment que du véhicule de particulier. Et puis, vous avez également chez Fiat, mais chez Fiat, ils ne vendent plus grand-chose, c'est pratiquement plus que la 500. Sinon, l'entreprise, c'est quand même un élément quand même très important, et notamment chez les marques allemandes, vous voyez, même chez Skoda, 41% des ventes de Skoda, c'est l'entreprise aujourd'hui. Donc chez Volkswagen, c'est un point également très fort. Donc Volkswagen, il a un peu pataugé en France du fait de l'entreprise. Sur les VUL, on a un retour en grâce un petit peu apparemment des commandes. On est à plus 0,1% au niveau des commandes par rapport à 24. Donc, il y a eu des mois qui étaient négatifs en début d'année, et là, il y a des mois qui redeviennent positifs. Ça fait du bien. Même si on n'a pas rattrapé le manque de commandes et le manque d'immatriculation du début de l'année. On est sur un marché qui fait quand même moins 7. Vous voyez ? Et qui fait quand même moins 25 par rapport à il y a 6 ans. Donc, on avait coutume de dire, on avait toujours en tête, la France, c'est 400 000 véhicules, voire 410, 420. On est le premier marché de VUL en Europe, loin devant l'Allemagne et même devant l'Italie. Et bien là, c'est plus tellement le cas, puisque on sera plus sur du 410, 420 000, mais on devrait être autour des 350 000, pas beaucoup plus, quoi. Donc ça, c'est quand même un point qui montre... il y a le problème de l'électrique. Hein. C'est le problème de l'électrique et c'est le problème aussi de beaucoup des TPE et des petites entreprises et des entreprises du bâtiment qui sont dans la... Vous savez que le bâtiment, ça ne marche plus du tout, là. Donc l'activité est très ralentie, donc je pense que c'est très lié à ça, parce que la messagerie, ça fonctionne toujours. Hein. Mais voilà, ça se renouvelle beaucoup moins du côté de certaines catégories. Est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Marché d'occasion. Le marché d'occasion, vous voyez qu'il est globalement... il ne bouge pas beaucoup.
On a un moins 0,1% en octobre, après avoir eu une légère croissance en septembre. En août, c'était médiocre. En juillet, un gros mois juillet, mais qui était négatif. Donc globalement, on est à 0,7% et moins 5 par rapport à 2019. Donc un marché qui est à 4 millions pour le moment et qui ne bouge pas. On est au même niveau. Alors ce qui est toujours intéressant, c'est de voir que les 15 ans et plus, ce sont c'est là où le marché est le plus dynamique, hein, plus 9%. Après, je dirais que les chiffres, ils sont un peu biaisés par le fait que, par exemple, des véhicules qui ont 2 à 5 ans, vous voyez, vous êtes à moins 8,5. Le problème, c'est que les années de 2 à 5 ans, c'est les années 2020, 2022. Et là, c'est les années Covid. Il n'y a pas d'offre. Clairement, il n'y a pas d'offre. Donc, on va devoir se traîner ça pendant. Et après, comme on est en baisse depuis très longtemps, comme on vend moins de véhicules en première vente, on va forcément en avoir moins sur les. Donc, on va garder et on va se revendre du vieux véhicule. Ouais, structurellement, structurellement, les premières années là, de 0 à 7, là, il est rattrapable. Au moins pour les 6-7 prochaines années. Il est rattrapable. Je suis d'accord. Alors, le mix énergie, bon, évidemment, si vous voulez, on est passé de plus de 60% de ventes de véhicules d'occasion qui étaient diesel à aujourd'hui 43%, c'est inévitable. L'essence, elle augmente, l'hybride aussi, puisque évidemment, là, on suit, en fait, on va retrouver très vite les parts de marché qui sont celles des véhicules neufs. Donc, rien de. Évolution des prix. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que globalement, on a des prix qui ont plutôt tendance à stagner, puisque vous voyez que là, sur le véhicule neuf, on est à plus 1,2%. Sur le véhicule d'occasion, on est à moins 0,8 sur un an. J'ai envie de dire, heureusement, parce qu'on a vu une envolée qui était également suite aux années Covid. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est quand même plus saine au niveau du véhicule d'occasion. Le leasing des VN, un point intéressant là, il stagne à 62%. Les entreprises, on est toujours de manière très, très haute, à 85-86. En revanche, vous voyez, là, on a atteint, ce qui est un niveau quand même très, très élevé, hein, mais ça ne croît plus. Ce qui veut dire que peut-être qu'on a atteint un palier, peut-être qu'il y a une catégorie de consommateurs qui soit va voir sa banque et fait un crédit, soit paye au comptant. Moins en moins de cas, mais on est là au niveau de 62, ça ne bouge plus. Alors, il y a également pas mal de leasing. Ça, c'est un point que j'avais vu lors d'une réunion qu'on avait fait avec Seaways il n'y a pas très longtemps. J'étais étonné de voir que les entreprises avaient acheté un tiers de leurs véhicules, enfin, un tiers des véhicules d'entreprise via les LLD étaient des véhicules d'occasion. Ils ne prennent pas que du neuf. Hein. Et effectivement, quand vous prenez de l'occasion récente, la LOA ou le LLD, c'est un gros canal de vente aussi. Moins fort que le véhicule neuf, parce qu'évidemment, il y a une décote de prix de 20, 25, 30%, ça dépend de l'âge du véhicule. Mais globalement, ça reste. Donc, ce qui prouve bien qu'en fait, vous avez une barrière, alors qu'il faudrait qu'on évalue, mais quand vous êtes à des véhicules dont le prix moyen est à 36 000 euros, 36, 37, je pense que pour le particulier, aller au-delà de 20 000, ça commence à être compliqué. Vous avez une barrière au-delà des 20 000, 20, 22, 23 000, qui fait que ce qui est au-dessus, soit vous ne l'achetez pas, vous prenez un LOA, et même quand il est d'occasion, si le gap est trop fort, le véhicule, je le prends, parce que faire une LOA sur 15 000 euros, c'est pas forcément hyper intéressant, parce que là, vous les payez quand même très cher, hein, on a eu l'occasion de monter ça. Les taux, les taux montent, là. Les taux montent, au moins quand les taux se resserrent et les taux montent. On a fait le calcul dans nos réunions, je crois que c'est avec vous que j'en ai parlé, je crois, je ne sais plus. Mais nous, on s'est amusé à prendre les 180 modèles vendus, regarder le niveau de LOA, comparer les 145 qui étaient déjà la dernière, voir comment ça a évolué. Et en fait, vous vous rendez compte quand même que quand vous faites une LOA, si vous projetez ça, si vous vous dites que vous en mettez une tous les 3 ans ou même tous les 4 ans maintenant, versus j'achète mon véhicule et je garde 8 ans ou 9 ans, le coût il est énorme parce que en gros, ça va vous coûter combien 7-8 000 euros pour un 3008 par an. Il vous en
coûte 8 000, et quand vous refaites votre LOA dans 3 ans, ça sera sans doute plus cher, alors que si vous l'achetez 38 ou 36 et vous le gardez 9 ans, il va vous coûter beaucoup moins cher sur 9 ans, même s'il y a des réparations, parce que la LOA elle fait 10 000 km par an, 10 000 km par an, 90 000 km sur 9 ans, c'est pas énorme. Et vous revendez, vous avez une valeur résiduelle derrière, que là, vous n'avez rien. Donc, ça peut faire un coût qui est du simple au double. Hein. Mais, manifestement, voilà, il y a beaucoup de ménages qui ont un problème de trésorerie, qui ne veulent pas investir. Je suis quand même étonné, moi, parce que quand tu fais le calcul, tu te dis, c'est cher la voiture, hein, LOA. Bon, ça, je vous le laisse. C'est le zoom sur les ventes de véhicules électriques en France, sur les 10 mois de 2025. On est véhicules électriques pour les particuliers à plus 5%, on est déjà à 250 000 voitures, c'est quand même un bon montant. L'hybride rechargeable, en revanche, il baisse, il fait moins 25%. Hein. Au total, les véhicules particuliers, on est à moins 4 du fait de la baisse du rechargeable pour l'électrifier. Et vous pouvez vous rendre compte que nous, on est au mois d'octobre. Oui, la croissance, elle a plutôt été bonne en octobre. Ce n'était pas le cas depuis le début de l'année, mais là, on a une accélération des ventes d'IVEV en septembre et en octobre. Donc, si on prend les IMAT de VP9 par énergie sur les 10 premiers mois de l'année, vous avez l'électrique qui est à 18,6, donc 19%, plus 5, l'hybride qui baisse, mais l'hybride non rechargeable, merci Renault, qui lui explose. Il fait 44% des ventes aujourd'hui. Donc ça, c'est très directement lié à Renault et Toyota. Et aux entreprises. Exactement. Infrastructure de recharge, on a des infrastructures de recharge, de ce point de vue-là, 234 points pour 100 000 habitants. Il faudrait qu'on mette ça il faudrait qu'on le mette pour le nombre de voitures qui est dans le parc, et qui est hybride, qui est électrifié. Ouais. Il faudrait qu'on mette ça. Où sont-ils? Globalement dans des commerces, dans les entreprises, pas beaucoup en France, à la différence de ce qui se fait en Europe du Nord. Les parkings, c'est 28%. La voirie, c'est 16%. Et l'autre, c'est 7%. Donc, vous voyez qu'en fait, l'autre, ce sont les particuliers. On a 179 000 points de recharge en France. Quand même une évolution de plus 16%. Hein. Depuis 24, qui est même plus 31, etc. Donc, on a vraiment, en l'espace de, on peut le dire, en l'espace de 5 ans, on a multiplié par plus que 3 les points de charge. Bon, ça, je vous laisse regarder. C'est la part de marché de l'électrique pour chacune des marques. Alors, Renault, c'est bien Renault. On est passé de 16 à 22% en un an. En revanche, Peugeot est passé de 19 à 13, lui, il baisse. Tesla est toujours à 100%. Citroën passe de 13 à 21 du fait de la petite C3. Volkswagen passe de 11 à 15. Ça décolle. BMW est 27% de 100% électrique chez BM. Hein, qui leur permet d'avoir les objectifs CO2. Ils sont largement en dessous, donc ils peuvent encore te fourguer des V8 sur les marchés où ils ne sont pas malucés, comme en France, évidemment. Sinon, vous voyez Audi, il y a également un bond, même si les ventes d'Audi ne sont pas terribles, mais en fait, beaucoup d'électriques en plus, ils sont passés de 10 à 30%. 23% chez Skoda, c'est quand même pas mal. Mini, 42% chez Mini. Ça, c'est vraiment très intéressant, hein, puisque les ventes sont plutôt bonnes. Et là, c'est une marque qui s'électrise vraiment très, très vite. Bon, voilà. Après, vous voyez, Mercedes, ils sont à 17, ils sont 10 points de moins que BMW. Opel, c'est comme Peugeot, c'est en baisse. Sinon, ce qui était intéressant, c'était de voir chez Porsche, on est passé, bien que les volumes aient chuté, ils ont perdu 37% de leur volume, mais ils sont passés à 64% en électrique. Mais c'est un problème, en fait. Hein. L'électrique est très, très loin majoritaire aujourd'hui, sauf que les ventes s'écroulent. Ça veut dire qu'il y a une grosse partie des clients Porsche qui sont thermiques et qui ne veulent pas d'électrique. Pour résumer. Nissan, regardez, vraiment très mauvais, ils sont à 4% de véhicules 100% électriques, alors que c'est le premier constructeur qui avait sorti la Leaf. Fou quand même, hein? Non, complètement largué. Voilà. Je vous laisse regarder ça dans le détail. Et puis, écoutez, nous, on a quasiment fini. Là, c'est la répartition sur 100 véhicules électriques vendus en France. Chez qui sont-ils? Le premier, c'est Renault. Ce qui n'est pas étonnant, et c'est, je pense, quelque chose qui devrait croître, puisque la 4 est arrivée.
Et elle est en vente depuis même pas 3 mois, 2 mois. Donc, c'est un élément en plus qui devrait nous aider. J'espère que la production française, pour vous donner une idée, à fin septembre, on est à plus 3,5% de production de voitures en France. Alors, il y a un peu du Stellantis aussi, parce que du côté de... C'est Mulhouse qui fait les 3008. Ça marche pas mal. Sochaux, pardon. Ouais. Mais c'est surtout grâce à Renault. Et notamment grâce au pôle électrique. Donc, pour une fois que l'électrique nous fait du bien, profitons-en, ce qui est pas mal, c'est une petite variation, mais c'est mieux que d'avoir dans l'autre sens, ce qu'on avait depuis maintenant. Les principaux modèles, évidemment, en France, vous voyez que c'est la 5 qui maintenant caracole vraiment en tête. Tesla, toujours derrière avec le modèle Y, mais vraiment en forte quand même baisse, moins 16%. La Citroën C3, 12 000. Le Renault Scénic, c'est pas des énormes volumes, il y a une bonne croissance. En revanche, à 208, elle divise ses ventes par 2. Il y a des problèmes de batterie, aussi dans les réseaux, c'est ce qu'on m'a dit. Beaucoup de réseaux, j'ai rencontré des gens de chez Stellantis qui disaient, c'est une technologie LFP, non ? LFP, ouais, je crois. Et ils disent, ça tient pas trop les charges, et quand on les récupère à bout de 3 ans, par exemple, nous, on a des valeurs qui sont résiduelles, qui fait qu'aujourd'hui, on pousse plus tellement cette voiture, parce que derrière, l'autonomie est réduite, et on n'arrive pas à la vendre, donc on peut plus la vendre au même prix qu'on la vendait avant. Donc voilà, c'est une des raisons qui est donnée. PHEV, on a, je suis étonné de voir ça, mais c'est premier en termes de PHEV. Et vous avez après la Cupra, la Volkswagen Golf, la BMW et la BYD. Aucun Français en PHEV. Problème là, donc c'est technologie, je pense. Voilà. Sur Renault, il n'y en a pas. Et après, le 3008, il ne marche pas si bien que ça. Ouais, Voilà. Écoutez, moi j'ai terminé. Je vous remercie. Je vous remercie énormément. Écoutez, on se reverra. Oui, c'est ça, on a fini. On se reverra. Alors, je suis pas sûr qu'on se voit le mois prochain, parce que le mois prochain, c'est Noël. Je vérifierai ça avec Clotilde, mais on vous tient au courant, évidemment. Mais je suis pas certain qu'on ait un observatoire, puisqu'en fait, Noël, je suis pas certain. Parce que nous, les données, en fait, on les a assez tard. On les a à partir du 20, notamment pour tout ce qui est Chine. Et même au niveau européen, c'est communiqué entre le 17 et le 18, donc on est ric-rac. 19 décembre. On a une réunion de 19 ? Ouais. Ah alors on a une réunion de 19. On va les donner en live, parce que ça va arriver en même temps. Je suis pas sûr qu'on ait la réunion. On revient vers vous. Comme ça, il n'y aura pas de biais, ça sera des informations Canal Direct. Bon, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, achetez des voitures. Merci, au revoir.